Et nous replongeons à peu près à la même époque, puisqu'il y a 80 ans, Albert Lebrun, président de la République, accueillait à Paris l'exposition universelle, un événement, non seulement parce que l'on y découvrait les traces éphémères de l'architecture soviétique ou nazie, mais surtout parce qu'était lancée la construction du Trocadéro ou du Palais de Tokyo, qui était amené à perdurer dans la capitale. Une manifestation internationale consacrée aux arts et techniques adaptés à la vie moderne, qu'évoque pour nous Stéphane Cornic. De chaque exposition, Paris conserve un témoignage. Le pont Alexandre III et le Grand Palais de 1900, la Tour Eiffel de 1889 et le pittoresque ancien Trocadéro de 1878, qui ne fut détruit que 59 ans plus tard pour être remplacé par le Palais de Chaillot de l'architecte Jacques Carlu. Construit pour l'exposition universelle de 1937, le Palais de Chaillot est toujours implanté dans le territoire parisien. Tout comme le bâtiment qui accueille le musée d'art moderne et le Palais de Tokyo, ainsi que le Palais d'Iéna de l'architecte français du béton armé, Auguste Perret. Ouverte à Paris en mai il y a 80 ans, après des conditions d'organisation mouvementées et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'exposition de 1937 s'inscrit dans la lignée des expositions universelles organisées dans la capitale de 1855 à 1900. L'exposition internationale de 1937, des arts et techniques dans la vie moderne, c'est une exposition thématique. C'est pas tout à fait une exposition universelle, mais elle en a l'ampleur. Il y a 44 nations, y compris la France, qui sont présentes, qui ont leur pavillon bien identifié. Et ça fait tout au long de la Seine, du Champ de Mars jusqu'à le Grand Palais. Ce sera une exposition qui va accueillir 30 millions de visiteurs. Il y a à la fois des volontés donc, de montrer les métiers d'art, de montrer les arts modernes, de montrer les techniques, et puis en même temps l'idée de fédérer autour d'un grand projet. On est en plein milieu du Front populaire. D'ailleurs, pendant l'exposition, le gouvernement va démissionner, le gouvernement de Léon Blum. Et c'est peut-être l'idée qu'on va essayer de conjurer cette crispation non seulement nationale, mais internationale, à travers cette grande exposition, qui est aussi placée sous les auspices de la paix pour essayer justement de conjurer des tensions qu'on sent bien palpables dans le monde à l'époque. Les pavillons sont essentiellement provisoires, des attractions éphémères qui représentent un concentré d'architecture du moment et une déclaration politique, pays par pays. Il y a dans les pavillons, bien sûr, le long de la Seine, deux pavillons qui sont vraiment qui occupent une place d'abord de choix, de part et d'autre, du pont d'Iéna, qui font face. Pavillon donc de l'Allemagne nazie, construit par Speer, l'architecte favori d'Hitler. En face, le pavillon de l'URSS, surmonté par deux statues colossales qui sont entremêlées, l'ouvrier et la kolkhosienne, et donc qui symbolisent par simplement leur masse juxtaposée de part et d'autre de cette exposition, cette tension à la fois physique, palpable, et puis la tension, bien sûr, politique qui peut être ressentie dans le monde à l'époque. Et juste à côté de ces deux pavillons, il y avait le pavillon espagnol qui était tout le contraire. C'était un pavillon pensé à beaucoup plus petite échelle, plus populaire. Il est intéressant de remarquer que la relation entre ces trois pavillons forme un triangle culturel au sein de l'exposition, mais reflète surtout un triangle politique. Construit par l'architecte José Luis Sert, le pavillon espagnol présente la désormais incontournable peinture de Picasso en réaction au bombardement du village de Guernica. La première réaction de Picasso lorsque la République d'Espagne lui demande de faire une fresque pour le pavillon, c'est de faire une œuvre d'histoire, une œuvre qui reflète ce nouveau monde dans lequel il vit, mais qu'il ne reconnaît pas. Il tente de créer un tableau qui reflète la tragédie de la condition humaine au XXe siècle. En autre commande de peinture murale de grande ampleur, on peut citer les réalisations du couple Delaunay pour le pavillon de l'air et des chemins de fer, ou Raoul Dufy qui peint la fée électricité pour le Palais de la Lumière, aujourd'hui au musée d'art moderne. Les commanditaires étaient la société parisienne d'électricité et qui voulait montrer effectivement ce qu'on faisait aujourd'hui avec l'électricité et les bénéfices de l'électricité à travers toutes les inventions et toutes les réalisations industrielles, techniques, artistiques. C'est une œuvre extrêmement importante. Elle fait 10 mètres sur 30. Elle est ici mise dans une salle très ovale, alors que sur le pavillon d'électricité, Malestévin avait fait comme un écran de cinéma. Et c'est un peu une fresque cinématographique, c'est-à-dire qu'on commence par un début, l'Antiquité, pour aller jusqu'à l'actualité,
de l'autre côté. L'exposition de 1937 sera la dernière grande exposition organisée à Paris. Elle va laisser le souvenir d'une fête éphémère. Elle va donner peut-être un dernier coup d'éclat à cette France de l'avant-guerre. Et je pense qu'elle va laisser un souvenir un peu nostalgique aussi. C'est le dernier grand rendez-vous entre tous ces grands artistes, architectes, sculpteurs et peintres. C'est quelque chose qui a marqué sans doute l'histoire de la France de l'entre-deux-guerres. La France en lice face au Japon pour l'exposition universelle de 2025. Fin des candidatures le 22 mai. Et nous aurons la réponse sur cette question cruciale le 18 novembre prochain. Sachez aussi que la prochaine exposition universelle aura lieu à Dubaï en 2020.